Eh bien, il est là, il est venu, il est là et on l'accueille avec plaisir. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors, on n'a pas violé les règles du confinement, mais vous avez une autorisation, bien entendu, pour vous déplacer, pour venir pour nous présenter cette chronique hebdomadaire, chronique économique. Alors, on va parler avec vous donc justement de ce second confinement qui est entré en vigueur à la veille de Rosh Hashanah. Alors, on va essayer de mesurer avec vous. Ça ne va pas être facile de mesurer les conséquences, les répercussions économiques de ce nouveau confinement, les mesures d'aide. Le gouvernement, si je ne m'abuse, c'était avant-hier, a pris une décision d'aider, un nouveau plan d'aide économique. Alors, essayez de nous aider aidez-nous à faire le clair parce qu'on n'arrive plus vraiment à trop comprendre de combien ce plan sera, quel est le volume de ce plan. On parle encore de milliards de shekels et il faudrait que vous nous expliquiez un jour si ces milliards de shekels, eh bien, ils tombent du ciel, ou alors comment ça va pour l'avenir, comment ça risque de se répercuter sur une économie israélienne à moyen long terme. Oui. D'abord, j'ai divisé la façon de parler du second confinement. Je voudrais la diviser en 3 parties. Vie pratique, conséquences économiques et mesures. Vie pratique. Je parle, bien entendu, de ce qu'il y a aujourd'hui. Vous l'avez sûrement dit dans à votre passage que le gouvernement va prendre aujourd'hui des décisions pour alourdir le confinement. Donc, je ne peux parler du point de vue des conséquences pratiques que ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais aussi sortir des sentiers battus et surtout, comme je fais d'habitude, de parler de ce qui peut intéresser aux gens. D'abord, à la différence de l'autre fois, les banques sont, pour l'instant, d'après la Banque d'Israël, selon sa volonté, ouverts à 80%, c'est-à-dire doivent recevoir les gens frontalement 80%. Ils doivent prévoir des heures pour ça et prévoir, effectivement, c'est sur rendez-vous en général. Ah, sur rendez-vous. Mais, en tout cas, la différence de l'autre fois, où c'était le contraire, c'était que seulement 20% de réunions frontales et 80% par téléphone ou digital. La Banque d'Israël, pour l'instant, a demandé le contraire. Et je pense que c'est une bonne mesure, parce que j'ai vu beaucoup de cas où les banques, par négligence, voire plus grave, se sont mal occupées des clients parce que le téléphone et le digital ne peut remplacer une réunion frontale. Donc, c'est une bonne chose. Une deuxième chose, on a noté d'ailleurs dans le monde entier et aussi en Israël, il y a 80% d'augmentation de produits sur le jardinage qui sont vendus. Ah oui. Et ça veut dire c'est quoi, un alors secteur économique qui a, depuis le premier confinement, et encore maintenant, très important. Il paraît que les gens se jettent sur les machtelot, qu'on appelle en Israël, sur les pots pour faire du jardinage, peut-être dans les terrasses ou bien dans les jardins. Apparemment, c'est un secteur qui est très prolifique et c'est intéressant de le noter à ce niveau-là. Dernière chose, point de vue, vie économique. Vous l'avez sûrement rappelé, on peut dire que dans le secteur privé, tout ce qui est bureau et autres, pour l'instant, à mon avis, travaille normalement. Ce qui concerne les magasins, ce que moi je vois, bien sûr, tout ce qui est alimentation et tout ce qui est pharmacie marche. Mais pas seulement ça. Avant de venir là, je suis allé en ville et les gens qui voient, il y a d'autres choses qui sont ouvertes et les policiers, à part les restaurants et les endroits où il y a beaucoup de gens qui se réuniraient, pour l'instant, n'empêchent pas le reste du commerce. Et il faudra voir comment ça évolue, mais voilà, c'est la vie quotidienne que je voulais décrire. Concernant les conséquences économiques. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. La Banque d'Israël dit, le deuxième confinement va finalement nous donner autour de moins 10% de récession à cette année. Ce que moi je veux dire, et ça a été publié hier par des économistes de la Banque Leumi. 10%, quand vous dites 10% de récession, c'est une contraction du PIB, c'est cela ? Exactement. Voilà. Par rapport à l'année dernière, ça baisse de 10%, c'est-à-dire la richesse du pays que le pays produit baisserait de 10%. Ce qui serait, on va dire,
raisonnable, entre guillemets, par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup plus souffert au niveau économique. Tout à fait. C'est-à-dire, on serait dans le peloton de tête, on va dire. Comme l'Europe, comme les États-Unis. D'après ce que la Banque Leumi est beaucoup plus optimiste, elle a parlé que de moins 7 à moins 8%. Encore une fois, on est dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas combien de temps ce second confinement va durer et on ne sait pas non plus aussi, point de vue économique, comment il va être vécu. Et donc, si on peut voir ce qu'on a vu dans le passé, et on l'a noté ici, il y a eu, à la fin du confinement jusqu'à ce qui s'est passé maintenant, une grande reprise de la vie économique qui a même permis de réduire de 50% de chômage, qui sont revenus à 11-12%. Maintenant, point de vue de ce qui s'est passé ces derniers jours, au niveau quand il y a eu le second confinement, il est vrai que les entreprises ont commencé à de nouveau envoyer des gens ce qu'on appelle en khélat, c'est-à-dire en chômage technique, et on parle de 100 000 chômeurs en plus pour une semaine. Je pense que c'est les chiffres qui sont. On devrait revenir à autour de 700 000 pour l'instant. On était à 500-600 000 avant le second confinement. Maintenant, les mesures que le gouvernement a fait. La première chose qu'il voulait faire pour empêcher justement ce licenciement nouveau massif était de donner aux entreprises de l'argent comme le système allemand, dont nous avons souvent parlé ici, oui. Nous, on vous paye à la place que vous devez payer le salaire. Le gouvernement envisageait ça ? Envisageait ça. Seulement, pour l'instant, ce qu'il a donné, et ce sont des mesures un peu compliquées. Et les entreprises n'ont pas confiance. Et donc, ils ont commencé mais il y a bien eu le ministre des Finances a annoncé un plan d'environ 10 milliards de shekels. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'où viennent ces 10 milliards de shekels ? Il a été question aussi d'une réduction sensible, on va dire, des salaires des hauts fonctionnaires, des ministres. Il est question maintenant de réduire le salaire. Apparemment, même le président a accepté de réduire son salaire. La présidente de la Cour suprême, enfin, tous les hauts fonctionnaires ont accepté de réduire leur salaire. Ça doit faire quelque chose comme 1 milliard de shekels de réduction. Mais c'est-à-dire, d'où va sortir cet argent ? Oui, j'allais justement parler de cette réduction des salaires. Il faut faire en Israël très attention. Le gouvernement peut venir faire des mesures et promouvoir des aides. Ce qui compte à la fin, c'est la Knesset. Tant que la Knesset n'a pas voté la loi, les aides ne viennent pas. Ouais. Maintenant, concernant les 11 milliards de shekels, c'est venu en première lecture, cet ajout de 11 milliards de shekels, qui sont, ce que je viens de dire, donner de l'argent aux entreprises qui garderaient leurs salariés, essayer de aussi plus indemniser les entreprises qui perdent du chiffre d'affaires. Et on parle maintenant, il parle de 25% qui donnerait par exemple une arnona, de fait de ne pas besoin de payer l'arnona, et aussi les aides qu'ils donneraient, qu'ils avaient promis de 3500 shekels, et ça dépend bien sûr chacun à son degré, ces 11 milliards de shekels étaient faits pour justement baisser le niveau lequel les entreprises auraient le droit à ça, pour pouvoir justement permettre plus d'indemnisation pour les entreprises. Pour les salariés, de toute façon, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, jusqu'en juin 2021, ils sont tranquilles, il n'y a pas eu de changement. Concernant ce que vous avez dit de la coupure de salaire, de baisse des salaires imposés aux ministres, c'est bien. D'abord, c'était une histoire d'exemple. Il y en a plusieurs ministres comme Arié Deri et autres. Le ministère des Finances avait demandé 20%, ça n'a pas été accepté. Quand vous avez parlé maintenant des Chavrei Knesset, des députés et des hauts fonctionnaires, à ce moment-là, d'abord, ça n'a pas été voté, ça, pour cette deuxième partie-là qu'on attendait et qui, justement, est très important pour la fonction publique, parce que si vraiment les hauts fonctionnaires baissent, alors tout le monde dit qu'il pourrait y avoir de la part de la Histadrut d'accepter que même les salariés qui gagneraient moins, que les hauts fonctionnaires n'auraient pas d'augmentation de salaire, voire certains avantages seraient enlevés. Mais pour l'instant, on en est loin, et les analystes des journaux financiers disent que c'est pas demain la veille, et pour l'instant, ça n'a ni passé au gouvernement, et c'est pas sûr que ça passera à la Knesset après. Alors, ça, c'est l'un des sujets que vous souhaitiez traiter. On va parler aussi des données, puisqu'on a passé une année, on est entré dans l'année de 5781. Quelles sont les données, si l'on peut se permettre de le faire aujourd'hui, les données de l'année, les principales données économiques de l'année 5780 qui s'est terminée la semaine dernière?
D'abord, comme je fais des fois, je vous pose la question. Est-ce que vous savez combien il y a de Juifs d'abord qui habitent Israël à l'heure actuelle? Il y a environ plus de 6 200 000 Juifs environ. D'après les statistiques, dit 6,8. Ah, 6,8. Vous êtes en dessous. Et plus de naissances que de morts d'ailleurs cette année. Si on compte ceux qui ne sont pas juifs, on arrive à 9 millions. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est que l'Institut des statistiques a fait de projections d'augmentation de la population pour les prochaines années, puisqu'on est constamment en augmentation de population parce qu'il y a plus de naissances que de morts, et aussi parce qu'il y a quand même 25 000 personnes qui viennent faire leur aliyah chaque année. Oui. Ils pensent que les 10 millions qui vivent dans ce pays, donc encore 1 million, on passera en 2025. À peu près en 2034, on passerait à 15 millions. Et en 2065, on passerait le cap des 20 millions. Ça ferait beaucoup sur ce petit terre. On verra comment c'est, mais ça, c'est intéressant. Point de vue des salaires, ça ne vous intéresse pas. On considère qu'un salaire moyen d'une famille, c'est de 20 000 shekels par mois. Un salaire moyen d'une famille, des deux ensemble, avant impôt. Ce qu'ils reçoivent, c'est 20 000 shekels, oui. 42% des enfants entre 20 et 40 ans se font aider par leurs parents. Oui. Et ça, on l'a vu que c'était aussi une des conséquences du corona. Oui. Parce que beaucoup d'enfants qui étaient déjà majeurs, vaccinés, qui étaient déjà indépendants, eh bien, ont dû revenir chez les parents parce qu'ils n'avaient plus les moyens. 30% des gens prétendent qu'ils n'arrivent pas à terminer le mois. 20% sont constamment en stress. Vous ne l'êtes pas, parce que après je passe, vous êtes détendu, mais 20% sont complètement en stress. Et qu'est-ce qui est intéressant de noter oui, en tout cas, voilà. 4 milliards de shekels, les gens ont en tout. En total, ok. Alors on va dire un mot sur la compagnie El Al, parce que j'entendais tout à l'heure une information sur le fait que la compagnie Arkia allait reprendre ses vols internationaux qui ont été arrêtés il y a 6 mois. La compagnie El Al, elle n'a pas encore repris ses vols, mais il y a un indice, on va dire, d'un léger mieux du côté de la compagnie, c'est qu'elle a commencé à rembourser les billets qui n'ont pas été utilisés par, on va dire, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de personnes. Il s'agit, je crois, d'un montant total de près de 300 millions de shekels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, elle a émis des actions en bourse et a été rachetée, nous l'avons parlé, d'un certain monsieur Rosenberg qui a 27 ans et c'est l'argent de son père. Nous avons émis des doutes pour savoir comment ça se fait. Finalement, le gouvernement a permis. Il y a eu aussi une aide gouvernementale par des prêts, bien entendu. Maintenant, cette personne-là, Rosenberg, c'est très important pour lui de montrer tout de suite aux clients qu'il est quelqu'un de sérieux. Là, il y a une loi en Israël qui a été votée à cause justement du problème du Covid, qui a fait que tous les gens qui avaient acheté des billets, les compagnies aériennes ont jusqu'au 1er octobre pour leur rembourser ou proposer un remboursement. Et il veut tenir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit ou deux choses. Je propose à tous ses clients, il s'agit des sommes très importantes, ou bien vous avez 100% de la somme que vous m'avez donnée, ou bien si vous acceptez de prendre ça en tant que droit à un billet, qui est pour un an valable, et si finalement vous ne le faites pas, alors vous pourrez revenir aux premières solutions de recevoir l'argent, je vous donne 125%. Alors les gens, il paraît qu'il y a beaucoup de gens, 80% de gens qu'on a proposé ça, ont préféré garder le fait de pouvoir faire 125%. Quelqu'un qui a acheté pour 1600 shekels ou je ne sais pas quoi, alors il a 2200 shekels, donc c'est plus intéressant pour lui, et il préfère, comme vous dites, attendre que El Al pourra reprendre ses vols. Et d'ailleurs, on voit qu'ils en ont parlé beaucoup, que vers certains pays, le Ben Gurion revit, et il y a à peu près des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont sortis pour les fêtes. Alors, dernier point ce matin, on va justement parler de la ville dans laquelle on évolue, on se trouve à Jérusalem. Celui qui habite à Jérusalem, en particulier dans le centre, mais pas seulement, eh bien, n'a pas pu ne pas remarquer le volume extrêmement important de travaux qui se poursuivent depuis plusieurs mois ici en Israël. On a l'impression que depuis l'arrivée du maire Moshe Léon, eh bien, la ville est dans un immense chantier. C'est le cas au cœur de Jérusalem, en particulier dans le quartier de Rehavia, mais pas seulement. Alors, est-ce que cela risque d'entraîner, dans certains cas, des accidents et vous voulez nous parler justement de cette situation? Oui, j'essaie toujours de vouloir être pratique pour les gens et de peut-être des choses qu'ils ignorent.
comme vous avez dit, le fait que la ville fait énormément de travaux, surtout pour le tramway et pour d'autres choses encore, il y a des problèmes que des fois, ceux qui sont chargés de faire les travaux ne font pas attention à la sécurité des gens, qu'ils soient en voiture ou qu'ils soient piétons dans ces endroits-là. Des fois, les routes ne sont pas terminées, etc. Et c'est d'ailleurs le journal Kol Hayir, le journal de Jérusalem, qui a noté une augmentation impressionnante d'assignations en justice de personnes qui ont été blessées par ces travaux-là. Il faut le savoir que lorsqu'on tombe à cause dans la ville, parce que la chaussée n'est pas bien faite, parce qu'il y a des travaux et ils n'ont pas fait attention de faire tout ce qu'il fallait pour qu'on ait des accidents, on a le droit d'assigner la ville où on est, et là on considère Jérusalem, pour récupérer le fait qu'on a été blessé ou qu'on a eu des problèmes. Ça a été des piétons. Et ça a été, j'ai été étonné aussi de voir même des voitures de police qui ont dit on ne pouvait pas voir la façon dont c'était fait. Et il y a eu un accident, on demande à la ville 25 000 shekels. Donc, il faut le savoir. Et la réponse de la ville était, nous demandons à ceux qui font les kablanim, à ceux qui font le travail, de faire très attention justement à la sécurité des gens. Et nous, c'est l'ordre que nous avons donné et nous faisons attention. Et les kablanim répondent que c'est vrai. Moi, je vous donne une réalité. Apparemment, c'est pas toujours vrai. Faites attention quand vous marchez. Et si jamais, par malheur, vous avez eu un accident, vous avez un recours. On a un recours. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, d'être venu dans notre studio pour cette chronique.